Bonjour à tous. En fin d'émission, nous rendrons un hommage tout particulier aux hommes du raid et à leurs chiens, qui mettent leur courage extraordinaire au service de notre sécurité. Entre ces frères d'armes, un lien de confiance absolue s'est noué. On est un groupe, on est une meute tous ensemble, hommes-chiens, et chaque individu fait partie de la petite famille. Grâce à la caméra embarquée d'une motarde, vous verrez comment ce chaton en fâcheuse posture a pu être sauvé. C'est dans le blog Animaux. Mais tout de suite, on s'intéresse à nos animaux de ferme, ceux qui nous nourrissent. Leur bien-être dépend aussi de chacun d'entre nous. Par rapport aux poules pondeuses, n'importe qui peut agir en choisissant des œufs qui viennent d'élevage où les poules ne sont pas en cage mais ont un accès au plein air. Et ça, c'est à chacun d'agir au quotidien. Hop là! Salut! Alors, ça a été? Super. C'est bien Elles passé? sont parmi nous. Voilà. Allez, on va... Bon, comment ça s'est passé? Voilà, la famille d'accueil très sympa. Puis on a rencontré du coup le sauveteur de l'association ASPA 62. Ouais, c'est un sauvetage, c'est 7 oies et 3 canards qui viennent du Nord-Pas-de-Calais. Et en fait, c'est une association de protection animale du Nord-Pas-de-Calais qui nous a contactés parce qu'ils les ont récupérés suite à des saisies à cause de négligence, de maltraitance. Et puis, nous, on a pu répondre favorablement et donc les voici. Sa collègue Éléonore nous explique d'où ils viennent. Ils étaient mal nourris. Hop là. Mal nourris, ils n'avaient pas à boire, ils étaient extrêmement maigres, ils ont été récupérés bébés. Contente de les voir là? Oui, contente, ouais. Je pense que maintenant, ça va nous faire plaisir de les voir vraiment cohabiter avec les autres palmipèdes et puis profiter de la zone de l'étang, la zone humide derrière. L'association Well Farm, c'est une association de protection des animaux d'élevage. Donc une association qui va travailler sur l'amélioration du bien-être des animaux d'élevage à toutes les étapes de leur vie, que ce soit au moment de l'élevage, au moment du transport, mais aussi au moment de l'abattage. C'est une association qui a été créée en 1994 et en 2008, l'association a décidé d'acheter ce corps de ferme pour pouvoir en faire d'une part un refuge pour animaux d'élevage maltraités, mais aussi un lieu d'éducation et de sensibilisation des visiteurs, petits ou grands. Les chouchous, venez par ici. Salut les petits pères. Coucou. À mon avis, il s'est réveillé d'une sieste. Ça va bien aujourd'hui? Oscar et Rosette, ce sont 600 kilos d'amour à eux deux. Et un statut privilégié, celui de mascotte de l'association. Un bonhomme. Oui, c'est quand même un chouchou. Les cochons sont quand même souvent les préférés puisque les gens ont peu de contact avec les cochons et encore moins avec des cochons adultes. Puisque souvent dans les élevages, les cochons ont à peu près 6 mois à 1 an quand ils sont mangés. Et là, on a quand même 2 beaux spécimens de 4 ans. Donc 2 beaux grands garçons. Notre beau Rosette, il a été retrouvé au bord de la route. Et puis quand les services vétérinaires l'ont récupéré, ils ont essayé de lire son tatouage, donc son petit numéro. Et il était illisible. Et donc sans élevage, ce cochon n'avait plus de maison et était destiné pour l'abattoir. Et c'est là qu'il est arrivé chez nous. Et en fait, Oscar, tout petit, a été le gros lot d'une foire agricole. Et il se trouve que c'est une sympathisante de l'association Amoureuse des animaux qui a gagné Oscar. Et donc elle nous a contactés pour qu'on puisse le récupérer. Et c'est vrai que nous, c'est une problématique qui nous touche parce que le fait d'être le lot d'une foire, c'est vraiment l'idée d'avoir un animal objet. Et ça, c'est quelque chose contre lequel on lutte, dans le sens où on veut vraiment que les animaux soient pris en tant qu'êtres vivants, sensibles, capable de douleur, capable de souffrance, et c'est pas du tout l'image de l'animal objet qu'on pourrait avoir, quoi. Salut Gargouille. Oh, salut Tio-Père. Un petit pote. Dans ce refuge, on ne demande pas à l'animal d'être productif. L'association ne fait pas non plus de reproduction. Tous les mâles sont stérilisés. Ici, chèvres, moutons, cochons, lapins et autres animaux de ferme sont accueillis pour vivre une retraite paisible. L'objectif est de faire évoluer le regard porté sur tous ces animaux qui habituellement ne sont élevés que pour nous nourrir. Une approche que Lia transmet à Claire, une étudiante bénévole. Celle-là, c'est Linda, voilà Maori. Et les 2 autres petits qui n'ont pas encore de prénom. Donc, si quelqu'un a une idée intéressante... Moi, j'ai entendu Hélène qui avait des idées. Ah, parfait.
Quand on a un groupe de moutons, souvent on imagine que c'est des grosses boules de laine. Mais pas du tout, c'est des grosses boules de laine qui ont tous un visage différent et un caractère différent. Pour nous, c'est pas seulement des numéros, c'est des individus. Et c'est pour ça qu'on leur donne des prénoms. Super, merci. Ces lapines, elles viennent d'un particulier qui élevait des lapins de manière totalement illégale. Elles sont arrivées dans un état difficile, elles étaient très maigres, elles étaient très malades. Et donc ça a pris beaucoup de temps surtout à les habituer aux humains. Parce que dans leur gros élevage, dans leur clapier, elles n'avaient jamais vu ni la lumière ni les hommes. Et aujourd'hui, vous voyez, il y en a certaines qui mangent dans la main. Je suis doctorante au département de géographie à Genève, en Suisse. Et je m'intéresse au rapport justement homme-animal, la question de la frontière qu'on institue. Et justement, ce qui m'intéressait, c'est de voir comment l'équipe met en place l'espace, l'organise de manière à penser une communauté et pas deux communautés séparées et hermétiques. Écouter ce que l'animal va dire, même s'il n'a pas la parole articulée, et prendre en compte ses préférences de manière à satisfaire ses intérêts. Prendre en compte la parole de l'animal. Une idée saugrenue? Pas tant que ça. C'est bien la démarche dans laquelle l'équipe s'est engagée. On ne va pas en mettre à 1m70 comme dans l'étude. Diplômée en éthologie, Jessica supervise des études très précises sur le bien-être des animaux. La dernière porte sur l'aménagement du poulailler. Ils ont été occupés. Taille des pondoirs, hauteur des perchoirs. Pendant plusieurs semaines, des étudiants ont passé au crible les préférences des poules présentes ici. Les résultats ont été dans le sens de ce qu'il y avait dans la littérature sur leurs grandes préférences générales, mais on s'est aussi rendu compte qu'une petite proportion des individus choisissaient d'autres hauteurs de perchage, et c'est pour ça qu'ici, on va mettre une majorité des perchoirs à 60 cm de haut et d'autres hauteurs de perchoirs pour leur laisser le choix et leur proposer aussi cet aménagement-là. Dans les élevages, il y a des problématiques de productivité, de rentabilité, où nous ensuite on peut les conseiller sur des aménagements. Après que ce soit mis en place, ce sera en fonction des possibilités dans le système d'élevage. Ça devient plus compliqué, mais effectivement, on aimerait bien que petit à petit, les études qu'on met en place ici puissent avoir cette envergure-là. Avant, en fait, je construisais des bâtiments pour élevage intensif. Donc j'ai travaillé pendant 10 ans dans une entreprise comme ça. À l'époque, dans les bâtiments pour élevage intensif, c'était plus le rendement. Donc en fait, le bien-être animal, il n'y en avait pas, quoi. Il fallait caser un maximum de poules voilà, dans un minimum d'espace. C'est ça, voilà. Donc j'ai travaillé aussi pour les vaches. Donc là, c'était vraiment entassé les unes sur les autres et sur du béton et peu importe le bien-être de l'animal, quoi. Ici, on est un pays où on a encore beaucoup de vaches en pâture. C'est dommage que ce système d'élevage-là, de vaches, s'industrialise aussi. Et c'est vrai que quand on voit ça, on espère en fait que les consommateurs ne vont pas suivre et qu'ils ne vont pas à nouveau choisir la viande la moins chère au détriment du respect du vivant de manière générale. C'est vrai que par exemple par rapport aux poules pondeuses, n'importe qui peut agir en choisissant des œufs qui viennent d'élevage où les poules ne sont pas en cage mais ont un accès au plein air. Et ça c'est à chacun d'agir au quotidien. Celles-ci par exemple, elles viennent d'un élevage où vivent 145 000 poules pondeuses sur 8 étages de cage. C'est eux qui nous apportent à manger, c'est intolérable qu'on ne les respecte pas en retour. Tous ces messages, Jessica et Lia les portent quotidiennement auprès d'un large public. Dans les écoles auprès des plus jeunes ou sur la ferme lors de visites organisées. Et photo à l'appui, l'idée est toujours d'éveiller les consciences. Ça voilà, c'est un exemple. Et ça, c'est le format moyen d'une des cages. Voilà, une feuille à 4 individuelle. Donc ça, c'est l'espace par poule. Les cochons dans les élevages industriels, ils vivent en fait dans des cases, sur du béton sans terre. Et donc nous, on aimerait que les cochons soient élevés comme ça, sur la paille. Alors la démarche pédagogique, c'est que les gens se posent des questions sur leurs actes d'achat et leur mode de consommation, et notamment pour se nourrir. Mais ce qui est important, c'est qu'on ne veut absolument pas culpabiliser, on veut vraiment responsabiliser. On donne les informations, après à chacun d'en faire ce qu'il veut.
Aujourd'hui, le blog Animaux nous emmène aux États-Unis. Cette petite silhouette sur la gauche est celle d'un chaton égaré au beau milieu du carrefour. La scène est filmée par une caméra embarquée sur le casque d'une motarde qui patiente au feu rouge. Les automobilistes ne le voient qu'au dernier moment et l'évitent de justesse. La motarde aussi met du temps à réaliser qu'il s'agit d'un chaton en danger. Elle va tenter de prévenir les automobilistes et de s'interposer courageusement pour mettre le chaton en sécurité. Oh mon Dieu! Je récupère ma moto et j'arrive. Attendez-moi là. Je sais pas du tout à qui il est. Oh my god. Oh mon Dieu. Oh, moi aussi j'ai eu peur. Je me disais non, non, pas ça. Je suis toute émue. Oh, le petit bout de chou. Vous allez le mettre dans votre sac? Ouais, c'est pas l'idéal, mais va bien falloir. Il n'aura pas peur? Oui, vous avez raison. Donnez-le-moi, je vais plutôt le mettre dans mon casque. Vous êtes sûr? Oui, oui, oui. C'est moi qui le garde. Non, parce que si vous ne le prenez pas, moi je le prends. Renseignement pris, le petit naufragé de la route coule aujourd'hui des jours heureux en toute sécurité chez sa maîtresse motarde qui l'a secouru. Avec ce document tourné il y a quelques années au sein du RAID, nous avons souhaité rendre hommage aux hommes de cette unité d'exception de la police, mais aussi à leurs chiens, véritables compagnons d'armes portant matricule. Nous le dédions tout particulièrement à Diesel, ce Malinois de 7 ans, abattu par les terroristes lors de l'assaut de Saint-Denis. Il est le seul chien du RAID à ce jour à avoir trouvé la mort en opération. Par solidarité, les forces de police russes ont offert Dobrynia au maître de Diesel. Nous espérons qu'à l'avenir, pour ce type d'opération, tous les chiens pourront être remplacés par des robots. RAID, 4 lettres qui signifient recherche, assistance, intervention et dissuasion. Cette unité d'élite de la police a pour mission de lutter contre le banditisme et le terrorisme. Hommes et chiens s'entraînent à Bièvre dans l'Essonne. Donc Didier, le chef de mission GSP, là, vient d'appeler. Il vous attend sur place vers 17h dans l'après-midi. Vous aurez assuré la DZ avec un cortège. Et puis après, c'est une exploitation agricole. Salut Vincent, ça va? Dis-moi, tu nous donnes nos armes de poing à chacun entre nous là, et on va prendre des armes longues. Je vais prendre le molotte et 3 G36. Au RAID, l'entraînement et la formation sont permanentes. Ses membres doivent posséder une parfaite maîtrise des armes à feu. C'est pourquoi l'armurerie est accessible à toute heure. Nos hommes en noir disposent de leur propre stand de tir. Un lieu que fréquentent très souvent les maîtres chiens et 3 à 4 fois par an, les chiens eux-mêmes. On a un armement assez lourd ici et les chiens doivent s'habituer à travailler avec. C'est à nous d'être très vigilants quant à la réaction du chien pour voir si on arrive à saturation. Parce que le chien n'ayant pas de protection additive, on risque de le casser, en fait, ni plus ni moins. Le résultat pourrait être que le chien ne supporterait plus du tout aucune détonation, une simple sortie d'arme, en fait. Tout ça, on doit pouvoir le déchiffrer sur sa façon d'être, sa façon d'évoluer et de se comporter, hein, c'est sûr. On habitue le chien à rester entre nos jambes. Ça a pour but de caler le chien sur le maître, tout en, je dirais, libérant, entre guillemets, l'attention du maître. Ça me permet tout loisir pour sortir mon arme et éventuellement pouvoir engager ou surveiller une zone qui se paraîtrait dangereuse. Je peux évoluer sans les mains en fait, couché, avec mon chien, ta place.
Le maître chien est engagé très souvent en tant que maître chien, mais si l'intervention évolue, on va l'employer comme un reaper. Donc ça veut dire qu'il va rentrer dans la colonne d'assaut, donc il doit maîtriser les techniques d'intervention et en plus pouvoir gérer son chien sur le déplacement de la colonne. Chaque homme a une action, en fonction de son placement, il sait ce qu'il a à faire. Il faut que ça devienne des automatismes. Pour qu'un automatisme soit acquis, il faut le répéter, on dit qu'il faut le répéter 3000 fois. Donc c'est donc constamment des répétitions, des exercices qu'on remet en place et ça se déroule le mieux possible. Reste. Ok les gars, fin d'exercice. Les entraînements continuent en plein air. Qu'ils soient d'assaut ou spécialisés en recherche d'explosifs, les chiens du raid doivent être entraînés à faire face à toutes les situations. Au programme aujourd'hui, descente en rappel depuis ce viaduc. L'occasion de faire travailler Max et Ergos. Même si ces deux chiens n'en sont pas à leur coup d'essai, ils doivent surmonter leur appréhension du vide. Ils s'entraînent aussi régulièrement au saut en parachute. Un moyen d'engagement parfois utilisé lors des opérations du raid. Comme Yannick, que l'on voit sur ces images avec Max, tous les maîtres chiens de l'unité doivent être des shooters opérationnels. Une qualification qui leur permet de porter eux-mêmes leurs chiens lors du saut. Voilà. Ok, c'est bon, c'est pas de problème. En ce qui concerne le chien, on a pu constater que les chiens avaient la notion du vide. Maintenant, sur ce type d'exercice, donc au départ, le chien subit quand même, mais il fait confiance énormément à son maître. Je pense que par le travail, oui, on arrive quand même à faire passer l'appréhension du chien face au vide. Viens mon lapin. Ouf. Il a confiance en son maître, mais là il va être exposé à quelque chose qu'il n'est pas habitué. Il perd le contact avec le sol, il est dans le vide, il subit. Et il faut que le chien soit inerte, qu'il se laisse transporter jusqu'en bas sans réaction. La sélection des chiens n'est pas facile, quelquefois on se trompe sur un chien. On pense qu'il a les caractéristiques qui nous conviendraient, mais on se rend compte au fur et à mesure de la montée en puissance des entraînements que le chien à un moment donné bug un peu, et malheureusement on s'en sépare, on le redonne à des services qui sont moins exigeants que nous, et puis on repart avec un autre chien sur lequel on fait un nouveau travail, qui est très long, hein, 1 an d'entraînement, pour qu'un chien soit quasiment opérationnel dans ce genre d'exercice, et puis on espère aboutir. Donc on démarre portière ouverte côté conducteur, et puis voilà quoi, après on mettra le contact, un peu vroom vroom, klaxon. Dick arrive au bout de sa formation interne. Dans quelques mois, il pourra être engagé aux côtés des groupes d'intervention du raid. Voilà, c'est bien ça. D'ici là, son maître, Olivier, cherche à le confronter au maximum de situations différentes afin d'obtenir un mordant efficace et précis. Yeah. Attaque bébé. Il faut faire attention parce qu'il aurait tendance un petit peu à rentrer en concurrence avec le maître au moment de la cessation. Donc il faut le prendre tranquillement, doucement, et puis ça se fait bien. Ça reste un bon loulou et il est super vaillant. Donc ça c'est une force pour lui. Retour dans les locaux, où des fonctionnaires de police souhaitant intégrer le raid passent des tests de sélection. Dans les sous-sols, un parcours de stress est installé. Les chiens sont là pour rendre la tâche des aspirants encore plus compliquée. Les candidats vont devoir franchir à l'aveugle tous les obstacles. Tu dois intervenir, il y a un enfant qui est en danger. Donc le but, l'objectif, c'est que tu ailles jusqu'à l'enfant, tu récupères l'enfant et tu ressors de l'appartement. Les collègues doivent suivre le fil d'Ariane. Ils ont comme consigne de ne jamais lâcher le fil. Et tout au long du parcours, ils vont avoir des petites surprises comme l'attaque de 2 chiens muselés. Déjà pour voir s'il y a la phobie des chiens. Et pour voir un petit peu comment le collègue va se comporter avec une légère douleur. La muselière que vous voyez sur le chien est renforcée par une plaque en acier qui se trouve juste devant. Et ça fait très mal. Un chien qui vous frappe au bon moment, au bon endroit, ça vous met un homme KO. Voilà, donc on essaie de retenir un petit peu les chiens parce que ce sont des collègues de la police.
mais on n'est jamais à l'abri d'un accident, quoi. On a vraiment développé évidemment une agressivité, mais elle reste contrôlée et très très dirigée. Donc on cible vraiment la personne désignée pour l'envoi du chien. En aucun cas, on ne sélectionnera un chien qui sera agressif naturellement et de manière dangereuse. De par le travail en intervention, nous travaillons vraiment en groupe, en unité très très constituée, parfois dans des couloirs ou des appartements. Donc on est un peu les uns sur les autres. Donc il est hors de question que le chien ait le moindre signe justement d'agressivité envers mes collègues du groupe. C'est pour ça qu'on a une sélection assez dure, tant sur le plan qualité physique que de la sociabilité. Ce sont des chiens très très équilibrés et ça, je préfère insister là-dessus. C'est lors des phases d'assaut que le Malinois peut au mieux exploiter ses qualités physiques. Léger, rapide et puissant, c'est une race qui a su gagner sa place au sein des unités d'intervention. C'est au visière. Ok, je suis ici. Donc, la porte est donc verrouillée. Le groupe EFRAC va aller à la porte. Jocelyn, tu décales un tout petit peu pour faire la protection, je te prends en compte. Protection de la porte. Police, rends-toi! Il n'y a plus de raisonnable. Le premier qui rentre, je tire dessus, c'est clair? On va venir te chercher quoi qu'il en soit. Allez, sois raisonnable. Le premier que je vois, je tire. Entre la phase de négociation pure, où les personnels du raid vont réussir à raisonner la personne, et la phase de l'assaut, je bénéficie de tout un éventail d'outils à ma disposition, dont le chien fait évidemment partie. Il a son rôle à jouer. Toutes les situations difficiles sur lesquelles on n'a pas de prise directe ou la possibilité de poser des éléments techniques de son ou de vidéo qui nous permettent d'éclairer les lieux avant de pénétrer. Là, le chien prend tout son rôle. C'est un des éléments du dispositif qui nous permet d'avoir à accomplir notre mission dans la meilleure des sécurités qu'il soit, à la fois pour mes personnels, mais aussi de temps en temps pour la personne que nous avons à traiter. Sois sérieux, Stéphane. Attaque. Lorsque par contrainte d'emploi, on n'a pas de chien d'assaut sur une intervention, c'est une des premières remarques que font les gars du groupe, il n'y a pas de chien d'assaut et ça les inquiète. Ils savent qu'ils en ont besoin, que ça peut être vraiment un élément décisif sur une intervention délicate. Le forcené qui est seul dans l'appartement, qui est vraiment décidé à ne pas se rendre, c'est vraiment le cadre d'emploi type du chien. La prise d'otage, malheureusement, si l'otage et le preneur d'otage sont dans la même pièce, on ne peut pas savoir si le chien fera la part des choses au moment de l'assaut, donc on ne va pas s'y risquer. Donc principalement aujourd'hui, c'est l'interpellation à domicile le matin et le forcené qui veut en découdre avec la police. Je vais essayer de me noter un bras avant que tu lâches. Bah, tu entames ton otage sur le bras libre et après je fais la faire, cessation. Tu passeras à gauche et moi je partirai à droite. Ok, ça marche. On rejoue ça? Fais ça. Allez. 3, 2, 1. Au cours d'une intervention d'assaut, le rôle du chien peut être extrêmement dissuasif. Stéphane, sois sérieux, on vient juste le chercher. Si c'est pourquoi on est là. C'est parti les pattes chez moi. C'est nous de Thierry. Ouais, c'est bien reçu, je remonte la colonne. Les chiens du raid ont aussi pour prérogative de détecter d'éventuels explosifs lors de convois de personnalités politiques. Les chiens sont habitués à ce type de conduite en sachant qu'on a cette conduite au moins possible, dans le sens où, quoi qu'on en dise, ils sont quand même pas, à l'aise dedans, quoi. Là, c'est vraiment parce que le timing il est vraiment chaud, qu'on est obligé de faire ce qu'il faut. Sans perdre une minute, Diablo et Hubac se mettent au travail. Grâce à leur flair et à une étroite collaboration avec les démineurs, les deux chiens sécurisent chaque véhicule en moins de 2 minutes. Ah non, je cherche. Là. Dès le lendemain, l'équipe est à nouveau réunie. Mais pour un moment de détente que tous accueillent bien volontiers, tant le travail est exigeant. Par contre, les travers, là-bas, ils sont bien. Hein. Ouais. Je pense qu'ils sont même bien enlevés, non? L'avantage du groupe Sino, c'est peut-être que c'est une petite équipe et que tout le monde se sent concerné vraiment. Donc l'esprit, pour l'instant, il est là, quoi. Il n'y a pas de souci. Hein.
C'est une fierté d'être à la tête d'un groupe comme ça, avec des gens qui sont passionnés, qui sont volontaires pour tout, qui sont tout le temps partants, toujours tout le temps disponibles, et puis qui assurent des missions au jour de l'année. On assure, je ne sais plus, on est à 200 et quelques missions à l'année, c'est énorme en termes de jours d'absence par fonctionnaire, et ils répondent toujours présents. Ouais, c'est pas pareil là. On est un groupe, on est une meute tous ensemble, hommes-chiens, et chaque individu fait partie de la petite famille. Je vous dirais même que si demain c'est grâce à un chien, je sais pas, le chien d'un collègue, qu'on trouve une belle cage d'explos ou qu'on fait une belle intervention, je crois qu'on sera tous fiers parce qu'on travaille tous ensemble et quelque part c'est tous les chiens du chenil, c'est un peu mes bébés aussi, quoi, quels qu'ils soient. Des hommes qui peuvent compter sur leurs fidèles compagnons pour mener à bien leur mission et cet engagement résumé dans leur devise, servir sans faillir. La semaine prochaine, direction l'Afrique du Sud à la rencontre de Louise Joubert. Dans la réserve de Sunwild, en partie financée par la fondation 30 millions d'amis, elle prend soin d'une faune sauvage en danger et notamment des rhinos menacés par les braconniers.